On a souvent l'image de l'Afrique, notamment de l'Afrique noire, comme une région du monde où il y a une crise perpétuelle, du vandalisme, un sentiment d'insécurité, un pays très pauvre, peu d'urbanisation. Certains de ces éléments sont vrais, mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas qu'un continent en crise, c'est au contraire un continent qui, à l'aube de la mondialisation, commence un réveil et s'insère de plus en plus, de mieux en mieux, parfois avec des victoires, parfois avec des défaites dans la mondialisation. C'est ce que résume le livre Afrique noire de Roland Portier, qui est un géographe spécialiste de l'Afrique. Donc aujourd'hui, ce sera la géographie. Ces deux courants entre l'idée que l'Afrique c'est un pays, c'est un continent en crise, illustrent le courant d'afro-pessimisme, et l'autre courant que l'Afrique serait un continent, une terre promise à un futur grandeur qui est déjà presque là, serait l'afro-optimisme. Et le continent, en fait, dans la réalité, se trouve comme souvent dans un équilibre, un entre-deux, entre ces deux positions. Il est difficile d'abord de parler de l'Afrique, mais plutôt des Afriques, tant il y a des disparités dans les situations. Juste en passant, le mot safari, ça veut dire voyage en swahili. Donc quand vous faites un safari, en fait, vous faites un voyage. Et maintenant, c'est un acteur à part entière de l'histoire. Il a été déjà un acteur de l'histoire, il a été le lieu d'invention de la roue, de l'écriture. Parmi les Afriques, on peut distinguer trois Afriques dans l'Afrique noire: l'Afrique sèche, l'Afrique humide et l'Afrique fraîche et d'altitude. C'est une région qui est composée de 48 États. Souvent, on a parlé d'ailleurs de balkanisation des États. C'est un phénomène de fragmentation d'un État en un plus petit État, avec des États qui sont après hostiles entre eux, mais on peut remettre un peu en cause cette balkanisation. Les frontières ayant été en fait plus ou moins, en tout cas après la colonisation, on le verra, respectées. On va d'abord parler des paysans, de la guerre et de l'urbanisation. Première chose à dire, il faut se méfier des chiffres, mais surtout en Afrique. Parce qu'en fait, les données dès qu'on parle du continent africain sont extrêmement difficiles à avoir, avec des situations très très variées, très complexes, et avec des mesures qui sont pas toujours à la hauteur, des mesures de population, avec des échantillons qu'on pourrait faire de manière comme on pourrait faire en Occident, de manière très entre guillemets scientifique. Alors l'économie, dans les années 70, a fait un énorme bond, puis elle a chuté. Dans les exportations du commerce mondial, l'Afrique avait une part de 2,4% dans les années 70 à 1% dans les années 1990. Ce qu'on a appelé les famines, en réalité, sont un peu plus le fait de géopolitique que des famines naturelles. Alors il y a des famines naturelles qui sont généralement générées par des invasions, notamment de criquets, avec certains problèmes avec les animaux, la faune et la flore, mais il y a aussi des guerres, la famine étant une arme politique en fait, par excellence. C'est pour ça qu'on a cette image de la famine en Afrique, c'est parce que c'est une arme politique, c'est un continent qui est souvent en guerre, et c'est une arme politique qui est utilisée par les pays, les populations qui souffrent, qui sont perdantes de la guerre, mais aussi par les ONG. La dernière famine d'Afrique date de 1985 à Wolo. Maintenant, c'est vraiment, il y a un continent où, en général, il y a des excédents de nourriture. Les gens ne meurent pas de faim. Par contre, plutôt qu'une famine, on peut parler, par contre, de malnutrition. 265 millions d'Africains dits en insécurité alimentaire sur 1 milliard. Donc, moins que de famine, il faut parler de malnutrition. La population. L'Afrique subsaharienne, c'est 100 millions d'habitants en 1900 et on est passé à 800 millions et en fait, il y a eu une explosion démographique. Et l'Afrique, en fait, son défi à l'aube du XXIe siècle, c'est vraiment de réussir à faire en sorte que cette transition démographique soit accompagné d'un continent paisible, mieux loti, etc. Or, cette explosion démographique a créé des déséquilibres spatiaux. Pendant la période de colonisation, c'était un continent dit creux à cause des insectes, parfois, qui ont été très durs avec les Africains, qui apportent des maladies comme le paludisme. 750 000 personnes en 2008 sont atteintes du paludisme, et il y a aussi les négriers qui ont apporté des maladies comme la trypanosomiase. On sait d'ailleurs que la traite négrière qui a eu lieu entre le 16e et le 19e siècle, elle a souvent été faite par les Africains eux-mêmes qui
amener les esclaves en fait depuis le pays jusqu'au port, et les Européens qui passaient par là en fait ne s'arrêtaient que au port et puis repartaient directement en Afrique. L'Afrique également a été marquée par le sida. 2/3 des personnes qui ont le sida sont en Afrique, c'est-à-dire 22 millions, sur 32 millions. À préciser que apparemment, en fait, le sida en Afrique, en Afrique, il y a une autre forme de sida qui n'existe pas en Europe. Je n'irai pas plus loin, je n'en sais pas plus, mais il faudrait faire des recherches. La population, en fait, en Afrique, du coup, contrairement aux autres pays, elle est jeune. Les moins de 15 ans constituent 45% de sa population, contre, par exemple, en Europe, c'est 15% où il y a des moins de 15 ans. Se pose alors la question des ressources avec justement cette explosion démographique. Voyons quelles sont les ressources de l'Afrique, notamment par exemple avec la nature. L'Afrique est un continent qui a été découvert par Dias en 487 lorsqu'il a atteint le cap dit de Bonne-Espérance. En Afrique, il y a énormément de grands lacs, par exemple le lac Kivu. C'est un endroit qui est marqué par les pluies, en tout cas l'Afrique noire. Plus de 2000 mm de précipitations. Voilà, avec des basses pressions qui créent des masses d'air chaudes instables qui génèrent ces précipitations. Évidemment, il faut préciser que ça dépend aussi de l'espace, de l'endroit dans lequel on se trouve, notamment des façades. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a 700 mm du côté est et 500 mm de précipitations du côté occidental. Un peu comme à La Réunion. Où il y a vraiment les alizés qui font que, à cause du vent, eh bien, il y a beaucoup de pluie à l'est et peu de pluie à l'ouest. Climat chaud, 27% annuel pour l'Afrique noire, des savanes, des steppes comme au Sahel, des forêts, beaucoup de forêts. Pour avoir une petite idée, voilà ce que ça donne sur la carte. Quand c'est en noir, c'est la forêt équatoriale. Et tout autour, il y a la savane humide et autour, il y a la forêt claire. Voilà à peu près ce que ça donne. Et ça, c'est pour les précipitations, donc beaucoup d'eau à ce niveau-là, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Dans les pays là où c'est noir, c'est là où il y a le plus d'eau. La nature africaine subit 3 problèmes majeurs qui sont les 3 D, déforestation, désertification, dégradation des sols. Alors la forestation, c'est qu'on a accès à un recul des forêts, moins de 1% par an. La désertification, elle existe mais elle n'est pas irréversible. Et la dégradation des sols, c'est automatiquement dès qu'on puise dans les mines, etc. On le verra après pour les hydrocarbures. Et bien, la paysannerie. En Afrique noire, elle est majoritairement rurale. 70% de la population vit de l'agriculture. L'agriculture, d'ailleurs, semble répondre aux défis démographiques, même si elle ne le fait pas de manière parfaite. Elle évite, comme on l'a dit, le problème de la famine. Elle évite aussi l'écueil occidental, qui est le problème de la malbouffe. Mais malheureusement, elle n'évite pas le problème de la malnutrition. L'image d'Épinal qu'on meurt de famine en Afrique est à revoir. On mange en général avec les doigts et un plat principal c'est vraiment du mil, donc des céréales avec une sauce rouge, blanche, noire, donc avec un peu de poisson éventuellement, beaucoup de maïs également. On dit aussi souvent que l'Asie c'est vraiment la terre du riz. Et bien en Afrique il y a beaucoup de riz qui est produit, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire. On mange beaucoup de bananes, de manioc, de lanzettes. L'Afrique n'élève pas énormément d'animaux, ce n'est pas vraiment un peuple d'élevage, mais ça tend à augmenter ces dernières années. Et en fait, on a véritablement un peuple qui serait plus nomade dans les forêts et dans les déserts, un peuple plus sédentaire. Dans les champs, comment s'opère le travail? Eh bien, en général, il est sans machine. On utilise ce qu'on appelle le healer, on utilise la houe, dite daba. Mais pour la culture agro-industrielle, quand il y en a une petite, il y a quand même quelques machines, comme pour le l'EVA, la banane, mais elles sont surtout prisées, ces machines appartiennent surtout aux grandes compagnies étrangères. Et en général, les femmes passent 4 heures par jour dans les champs. L'agriculture est principalement faite d'exportation. Ainsi, par exemple, on exporte souvent des monocultures, l'arachide au Sénégal, qui a tendance à déséquilibrer la production parce qu'en fait le problème avec l'Afrique et leur production, c'est que les prix sont fixés par les acheteurs, ce qui évidemment avantage les acheteurs. D'autant plus qu'on a du mal à convaincre les Africains d'adopter le modèle occidental en manière d'agriculture, où ce ne serait plus eux qui travailleraient dans les champs.
On a des tentatives de modernisation par des entraides, notamment des coopératives qui se créent un peu, notamment les femmes sont plus réceptives à ça, mais disons que il y a une sorte de symbolique du champ et du travail qui n'est pas la même que en Europe, qui fait que on n'a pas nécessairement envie de changer de modèle, en tout cas d'agriculture pour le moment en Afrique. Parlons un peu maintenant du territoire. Alors la frontière en Europe, c'est le but, c'est-à-dire que le but en Europe, c'est d'avoir des frontières un peu plus grandes, donc c'est la fin. Autant en Afrique, c'est le début. C'est-à-dire que en fait là, avec la conférence de Berlin en 85, où on a découpé, non pas toute l'Afrique, mais le Congo notamment, et que sur la carte, ça crée le paysage et le territoire de l'Afrique. Alors la frontière, elle sépare autant qu'elle est unie. Il faut savoir qu'en Afrique, les frontières qui ont été dessinées sur les cartes à la conférence de Berlin de 85 n'ont pas été reproduites physiquement, en tout cas 40% ne l'ont pas été. Elles ont tenu au moment où on les a faites, sauf bien sûr exception comme en Libye. Et une des causes des acceptations, c'est que les frontières n'existaient pas et elles n'étaient pas, voilà, il n'y avait pas de mur, physique qui les faisait. Voilà. La frontière donc sépare et unit à la fois. Alors je sais pas pourquoi. Et l'auteur à ce moment-là parle des situations très disparates des femmes. Il parle également au moment de la polygamie en disant que la polygamie, la fonction, c'était la contrôle du territoire et de la sécurité et de créer des alliances entre les peuples. En échange de femmes, eh bien, c'était une manière de faire, d'avoir de la paix entre les différentes tribus. L'ethnie est liée à l'État. En effet, le découpage administratif crée des identités, comme par exemple l'ethnie Bété, qui est une ethnie qui a été en fait purement créée à cause du découpage administratif. Territorialisation crée une identification. Avant, les Africains en effet étaient beaucoup plus mobiles, et avec les colonies, on a fixé des identités par le lieu et non plus par le statut ou la généalogie qui donnait une identité aux Africains. En ce sens, il y a un lien entre la cartographie et l'identité. Mise en carte de la population permet la création et le fonctionnement des États modernes ainsi que des identités. Et il y avait véritablement une volonté de naturalisation parce que le nom qu'on a donné au territoire et aux départements africains, c'était en général des noms de fleuves, par exemple au Gabon. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des guerres après la décolonisation? Eh bien, si les frontières ont été acceptées au départ, après elles ont été contestées. Elles ont été contestées pourquoi? Tout simplement en fait, elles sont acceptées au moment où on les met, puisque c'est les Européens qui ont les rênes et qui dirigent le pays. Eh bien, à partir du moment où ce sont les Africains eux-mêmes qui dirigent le pays, forcément, les frontières sont contestées. C'est une des raisons principales des guerres, plutôt que d'invoquer ce qu'on pourrait appeler un tribalisme africain. Voilà, qui voudrait que les Africains soient toujours des guerriers. Voilà. Évidemment, ce n'est pas que ça. Hein. D'autres facteurs, par exemple, les guerres civiles, c'est le résultat d'un niveau de vie peu élevé, notamment avec la fin de l'aide coloniale. Et un mouvement de repli identitaire, comme par exemple ce qu'on a pu observer au Kivu. Révolution urbaine. L'urbanisation a grimpé, mais pas non plus trop vite, contrairement à d'autres pays. Elle a augmenté, mais pas trop vite. Le nombre d'urbains a été multiplié par 11 entre 1960 et 2011. Un tiers de la population de l'Afrique subsaharienne est urbaine, contrairement en Europe où on est 80%. Et avant en Afrique, c'était 10%. Maintenant, c'est un tiers, donc 30%. La ville a été inventée par les colons et elle suscite le désir. Alors la ville suscite le désir. Pourquoi est-ce que on veut atteindre la ville? Eh bien, il y a des sécheresses, il y a des guerres. En ville, on trouve de l'argent. La ville en campagne, ce sont des enfants des personnes où il n'y a pas d'électricité, pas de possibilité de promotion, et en ville il y a aussi des écoles. L'urbanisation a été inégalement faite en Afrique, par exemple au Rwanda c'est 6% de la population et au Gabon 73%, mais le problème des villes c'est qu'il y a beaucoup de chômage, une inflexion de la croissance, on est passé de 10% par an à 4% par an d'urbain en Côte d'Ivoire. Et en fait, on s'est réorienté vers des petites ou des moyennes villes, ce qu'on a appelé les retournées en Côte d'Ivoire. L'organisation urbaine de la ville en Afrique, elle est héritière de la ségrégation, comme par exemple, on peut le voir ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, quand c'est noir, le quartier est noir. Quand c'est gris, le quartier est blanc. Quand c'est blanc avec des points, c'est métis. Et quand c'est... voilà. Donc ça c'est surtout le quartier noir, métis là, et tout ça c'est le quartier blanc. Donc ça c'est la cartographie du Cap. En fait,
À la base, les villes en Afrique, elles étaient faites, c'était des villes de colons. Et donc du coup, eh bien, il y a eu de ségrégation. Et donc on voulait séparer les blancs des noirs. Ce qui fait que automatiquement, ça crée des villes avec ce relief-là. Les villes sont des contrastes entre du luxe tapageur et de la misère qui se côtoient. On a évidemment des formes de ségrégation sociale et de ségrégation spatiale. L'auteur évoque dans les villes des moments, enfin des parties où il y a les ambassadeurs, les chefs d'État, la bourgeoisie, avec dans des quartiers très privés, plutôt très beaux. Et à côté de ça, en fait, juste à côté, il y a des quartiers beaucoup plus populaires, beaucoup moins pauvres, beaucoup plus pauvres. Et le symbole de ça, c'est vraiment Johannesburg ou le Cap, où on a vraiment une ville avec des quartiers riches extrêmement favorisés et des quartiers pauvres très défavorisés où il y a vraiment un ghetto, et aussi la volonté vraiment de se protéger entre les deux, notamment du fait du cap de la ghettoisation et de la violence urbaine. La ville, elle est faite véritablement de manière assez géométrique. Ainsi, il y a une tension entre l'ordre et le désordre. Par exemple, Pékin, où il y a en fait une ville dite légale et une ville dite illégale. En fait, en très gros, on a une ville qui est bien dessinée carré au centre, et puis après, dès que ça va un peu sur les bords, c'est pas fait par des architectes professionnels, et ce sont des gens qui vivent parfois dans des bidonvilles, mais les bidonvilles surtout dans les grandes villes, comme Nairobi, et avec des gens beaucoup plus populaires, voilà. Il n'y a pas de building, contrairement à, je sais pas moi, à New York, c'est vraiment des villes avec des toits plats. Villes qui sont construites aussi avec des centres culturels, par exemple Touba, qui est véritablement le lieu de pèlerinage par excellence des Africains. Économie urbaine et citadine. Les profits sont apportés, d'une part par les productions, en général les monocultures, mais aussi en fait par l'État, et donc c'est monoculture, et l'État qui paye en fait les fonctionnaires qui sont à la tête du pays. Mais s'il y a des mauvaises récoltes, eh bien il y a un effondrement, notamment des rentes, des fonctionnaires qui ont d'autres terrains, et il y a un mécontentement des personnes qui n'ont pas leur salaire à cause des mauvaises gestions de la monoculture, et ça crée des tensions, comme en Côte d'Ivoire en 1999. Voilà. La ville, normalement, c'est le symbole d'une industrie. C'est le sens des villes, en fait, au 19e siècle. Ça crée de l'industrie et des emplois avec des miniers, mais pas en Afrique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de Made in Africa. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'industrie au moment où il y a eu des villes. Il y a quelques industries, bien sûr, notamment des industries d'importation-substitution, comme par exemple la bière. Les industries d'importation-substitution, c'est un mouvement qu'on a fait, en fait, parce qu'on se dit on importe beaucoup, et bien on commence à construire une industrie à partir de ce qu'on importe beaucoup au lieu d'importer. Par exemple la bière qui est fabriquée en Afrique, mais justement ça arrive progressivement. On importe toujours beaucoup. Et la ville, l'économie de la ville est surtout basée sur l'économie dite informelle. Alors qu'est-ce que c'est que l'économie informelle? C'est des économistes qui ont parlé de cette économie on pourrait la définir, elle est plurielle, mais on peut la définir comme le fait que il n'y a pas d'impôt sur ce que tu travailles. En gros, le travail au black, et en fait, il y a deux types, en gros, deux branches. Le fonctionnement, où on a un moment où on fractionne les tâches et les gains. Par exemple, les petits commerces, les restos sur rue, les bières, les personnes qui font qui vendent des produits de pharmacie, etc. Et les autres, et une autre économie informelle qui est l'économie criminelle, où chaque ville a son, entre guillemets, marché aux voleurs, où on a des voleurs qui revendent des morceaux de voiture, par exemple. On a affaire du côté du crime à une grande corruption également. Les caisses privées et les trésors publics en général en Afrique, c'est à peu près la même chose. Notamment par exemple Mobuta au Zaïre qui a beaucoup pioché dans la caisse, dans le trésor public. C'est pas inhérent à l'Afrique, c'est pas un phénomène inhérent à l'Afrique, mais en fait c'est plutôt accepté par la population parce qu'on a une redistribution partielle, ce qu'on appelle en Afrique les matabiches, ce sont les pots de vin qu'on se donne. Dans la ville, il y a aussi une agriculture
urbaine avec un peu d'élevage. Il n'est pas rare d'être réveillé en ville par le chant du coq en Afrique. Qu'appelle-t-on agriculture urbaine? C'est pas tout à fait comme agricool où on fait pousser des fraises dans les conteneurs. C'est plutôt qu'en fait chaque jour on se rend au champ près de la ville et voilà, et on va et on revient et on vend en fait les excédents qu'on vient d'avoir dans les champs. On a beaucoup de réseaux inachevés, des routes en terre avec et si par exemple il y a la pluie, c'est pas rare qu'il y a un taux d'absentéisme qui augmente. Il n'y a pas beaucoup d'électricité. L'eau privée est un luxe. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'eau et d'ailleurs ce qu'on appelle subit ce qu'on appelle le péril fécal. Donc beaucoup de contamination vis-à-vis de l'eau. La poubelle, c'est un véritable problème pour l'économie urbaine. La sociologue Anne-Sidonie Zoa n'hésite pas à parler de ville poubelle à propos de Yaoundé, où en fait ça s'explique par la culture africaine, qui a une culture du dedans qui est vraiment propre, mais le dehors, c'est un peu en plus en mode de on fait ce qu'on veut. Et donc il y a beaucoup de déchets, etc. à l'extérieur des villes, ce qui crée des problèmes, des maladies avec... en fait, vu qu'on a changé le mode d'alimentation, où on se fonctionne plus uniquement avec des fruits et des légumes, ou des céréales, et qu'on mange beaucoup d'élevage, et bien avec la viande, etc., ça fait venir les rats, contrairement au compost qui fait pas venir les rats, et ça crée justement beaucoup de maladies comme la leptospirose et entre autres. On a beaucoup de pollution à cause des voitures, et justement avec le terrain et les routes qui sont mal faites, ça crée parfois des situations un peu absurdes, comme par exemple le fameux go slow au Lagos. On passe plusieurs heures dans les embouteillages en fait, et c'est des routes dans le Lagos, c'est des routes qui n'ont pas été refaites depuis 1970 avec beaucoup de population, 17 millions d'habitants. Également beaucoup de violence urbaine. La ville africaine, on dit souvent que c'est la capitale de l'insécurité. C'est surtout vrai au Cap et dans les grandes villes, mais il n'y a pas grand-chose à voler dans les petites villes, donc les populations sont populaires. Donc c'est plutôt un cliché, même si c'est vrai. 2 tiers des jeunes sont sans emploi, ce qui crée souvent de la délinquance, des drogues. Il n'est pas rare à Lagos, quand on est dans les embouteillages, d'être taxé justement par ces jeunes délinquants. Et en fait, comme je vous ai expliqué, dans la ville du Cap, par exemple, c'est ce que Demancklo appelait le phénomène de l'hérisson. On a des quartiers populaires de plus en plus ghettoisés et des quartiers de riches de plus en plus protégés. Et en fait, ils sont pas protégés par la police à cause de quelques problèmes de corruption, et c'est en fait ils sont protégés par des moyens, des alarmes, des compagnies, des agents de sécurité payés spécialement de manière individuelle, ce qui crée une bonne protection. Enfin, nous terminerons sur les liens entre l'Afrique et le monde. Durant ces dernières années, on est passé d'un bilatéralisme colonial à un multilatéralisme mondial, au sens où l'Afrique n'a plus un seul partenaire privilégié, qui était ou la France ou l'Angleterre ou le Portugal, mais l'ensemble du monde, en fait, l'ensemble des continents. Voilà, elle distribue notamment ça se voit dans les échanges après la Seconde Guerre mondiale, elle distribue des matières premières, notamment elle est une économie de l'exportation. On a parlé à propos de l'Afrique d'un, entre guillemets, scandale géologique. Notamment une production de platine de 80% de la production mondiale est africaine. Le cobalt, c'est 50%. Il y a beaucoup d'hydrocarbures. Ainsi, par exemple, on a parlé du Gabon en disant de lui qu'il était l'émirat équatorial. Mais cela pollue beaucoup. Ainsi, par exemple, Saro Wiwa, c'est un écrivain qui a été exécuté par le gouvernement du Nigérian lorsqu'il dénonçait justement l'abus des pollutions dues aux extractions d'hydrocarbures. Ça crée des problèmes de monoproduction, hein, puisqu'on est lié à une exportation, et on a beaucoup de monoproduction en Afrique. C'est, par exemple, quand il y a eu la crise du pétrole en 1986, ça a créé beaucoup de problèmes politiques au Congo dans les années 1990. On a parlé également de Chine-Afrique, au sens où 10% des échanges totaux étaient faits avec la Chine contre 13% aux USA. Et par exemple, à titre de comparaison, c'était 2% avec le Japon. Surtout du pétrole que la Chine demande, 60% des échanges du pétrole. On a eu une explosion du mobile,
du téléphone portable. De 51 millions d'abonnés, on est passé à 264 millions d'abonnés en 2007. C'est depuis 2001 à 2007. Plus on a accès à Skype et au petit écran. 90% des individus ont accès à un petit écran. On a des migrations qui sont beaucoup plus présentes. Par exemple, en France, 20 000 personnes en 1962 étaient issues du Sahel contre 570 000 en 2005. On a accès aussi à une fuite des cerveaux. Les États-Unis n'hésitent pas à donner des bourses aux étudiants africains, tandis que certains, ou encore, il n'est pas rare pour des étudiants africains d'avoir fait un séjour à Lumumba, à Moscou. Il y a un attrait touristique pour la nature, mais c'est un tourisme qui est un peu fracturé, fragilisé. On vient surtout pour la nature, pour faire des safaris, mais on a un peu peur justement de cette insécurité, et donc du coup on ne va pas trop au contact du peuple réel. C'est ce que le géographe semble déplorer. Enfin, il y a une vraie culture africaine qui se globalise, hein. La littérature, hein, avec le français et l'anglais, beaucoup de grands écrivains africains qui percent. Le cinéma, le film de Saleh Haroun a été récompensé, prix du jury à Cannes en 2010. La musique africaine, connue mondialement, le sport, le football, les pépites africaines sont souvent courtisées par les plus grands.